Le jour se lève à l'institut avec une lourdeur inhabituelle, comme si l'air lui-même portait le poids d'un secret prêt à exploser. Juliette traverse les couloirs sans ralentir, le regard fixe, les traits tirés par des nuits sans sommeil. Depuis la mort de Jean, elle avance dans une réalité parallèle où chaque bruit résonne trop fort, où chaque souvenir revient comme une accusation. Elle ne cherche plus la vérité, elle s'est déjà forgé une certitude, et cette certitude a un nom, Anouk. Dans la cour, Anouk s'affaire comme à son habitude, concentrée sur ses obligations, tentant de maintenir une façade de normalité. Pourtant, sous cette apparente maîtrise, une fatigue morale profonde s'est installée. Le suicide de Jean a laissé une trace indélébile, non parce qu'elle se sent coupable, mais parce qu'elle sait que certains ont besoin d'un responsable pour survivre à leur douleur. Elle sent les regards, les silences, les sous-entendus, et elle a appris à les encaisser sans répondre. Pendant ce temps, Juliette observe de loin, chaque geste d'Anouk nourrissant un ressentiment devenu obsessionnel. Dans son esprit, tout s'assemble selon une logique implacable. Jean, fragile, pris entre une dépression qu'elle n'a pas su voir et un passé sentimental jamais vraiment enterré, aurait été poussé à bout. Cette pensée la consume, la rassure presque, car elle transforme une tragédie incompréhensible en injustice réparable. Et réparer, pour Juliette, signifie faire payer. À l'écart, sur le parking presque désert, la moto d'Anouk attire son attention. L'objet semble anodin, mais il devient soudain le point de convergence de toute sa colère. Juliette s'en approche, le cœur battant non pas de peur, mais d'une détermination froide. Elle se penche, examine, puis agit avec une précision qui trahit une décision mûriée. Les fils sectionnés ne sont pas un geste impulsif, c'est l'aboutissement d'une douleur qui a cessé de chercher des mots. À l'intérieur de l'institut, la tension se diffuse lentement. Fleur, encore marquée par la perte de Jean, sent que quelque chose ne va pas. Elle a appris à reconnaître cette agitation sourde qui précède les catastrophes. Contrairement à Juliette, Fleur n'a jamais cherché un coupable unique. Elle vit son deuil avec lucidité, consciente que la dépression est un ennemi silencieux. Mais elle sait aussi que Juliette, rongée par la culpabilité d'avoir découvert le corps de Jean, est prête à franchir des limites dangereuses. Anouk, ignorant tout du piège qui se referme, termine sa journée avec l'envie pressante de s'échapper, de retrouver la liberté que lui offre la route. La moto représente pour elle bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est un espace de respiration, un endroit où les pensées se taisent enfin. Elle ne voit pas les fils coupés, ne perçoit pas le danger imminent, et cette inconscience rend la situation encore plus vertigineuse. Juliette, de son côté, commence à ressentir une fissure dans sa certitude. L'image d'Anouk, calme, presque vulnérable, s'impose à elle malgré elle. Une voix intérieure murmure que la vengeance ne ramènera pas Jean, qu'elle ne comblera pas le vide. Mais cette voix est étouffée par une autre, plus forte, qui lui répète qu'il est trop tard pour reculer. La justice qu'elle s'est inventée exige d'aller jusqu'au bout. À mesure que la journée avance, les trajectoires des personnages se rapprochent dangereusement. Fleur se prépare à confronter Juliette, convaincue que le silence ne fera qu'aggraver la situation. Anouk, elle, s'apprête à quitter l'institut, sans savoir qu'un simple geste pourrait sceller son destin. Et Juliette, prise entre la haine et un reste d'humanité, se tient à la frontière d'un acte irréversible. Tout semble suspendu, comme un souffle retenu avant la chute. Rien n'a encore explosé, mais chaque seconde rapproche les protagonistes d'un point de non-retour. La moto attend, immobile, chargée d'une menace invisible, tandis que les cœurs battent à l'unisson d'une tragédie annoncée. La question n'est plus de savoir si quelque chose va arriver, mais quand et à quel prix. La tension monte d'un cran lorsque Fleur décide de ne plus se taire. Elle a trop longtemps observé Juliette se refermer sur elle-même, s'enfermer dans une douleur devenue toxique. Pour Fleur, le deuil ne peut pas se transformer en arme. Elle choisit donc le moment avec soin, consciente que ce qu'elle s'apprête à dire ne pourra plus jamais être repris. Joséphine est là, témoin involontaire mais nécessaire, car certaines vérités ont besoin d'oreilles pour exister pleinement. Face à Juliette, Fleur laisse tomber les masques. Sa voix tremble à peine lorsqu'elle prononce le nom de Jean, non comme une accusation, mais comme une blessure encore ouverte. Elle révèle alors ce que Juliette n'a jamais voulu entendre. Jean n'était pas seulement un homme perdu entre deux femmes, il était son fiancé, l'homme avec qui elle se projetait, celui dont elle a découvert le corps après son suicide. Cette révélation claque comme une gifle, car elle redistribue brutalement les rôles de victime et de coupable. Juliette vacille. Pendant un instant, son récit intérieur se fissure. Elle n'est plus la seule à porter la douleur de la perte, ni même celle qui en détient la légitimité. Mais au lieu d'apaiser sa colère, cette vérité la rend plus dangereuse encore.
Elle se sent dépossédée, comme si on lui arrachait le droit de souffrir seule. Dans son regard, on perçoit une lutte silencieuse entre la honte et la rage, entre la culpabilité et le besoin irrépressible de continuer sa vendetta. Joséphine, prise au milieu de cet affrontement, comprend soudain que l'histoire de Jean est bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, révélant un enchevêtrement de silence, de non-dits et de souffrances mal exprimées. Elle réalise aussi que Juliette n'agit pas seulement par vengeance, mais par incapacité à accepter l'idée que la mort de Jean n'a peut-être pas de responsable unique. Pendant ce temps, Anouk ressent confusément que quelque chose se trame. Les regards fuyants, les conversations interrompues à son passage, tout contribue à alimenter un malaise diffus. Lorsqu'elle se retrouve enfin face à Juliette, l'atmosphère devient immédiatement électrique. Juliette l'accuse sans détour, laissant exploser une colère longtemps contenue. Pour elle, Anouk est celle qui a tout déclenché, celle qui a ravivé les doutes et les tourments de Jean jusqu'à l'irréparable. Anouk, loin de se dérober, choisit de se défendre avec calme. Elle refuse de porter une faute qui ne lui appartient pas, même si cela signifie raviver la douleur de Juliette. Elle affirme que Jean était profondément dépressif, prisonnier d'un mal-être qui dépassait largement leur relation passée. Ces mots ne cherchent pas à se disculper à tout prix, mais à rétablir une vérité plus nuancée, plus inconfortable aussi. Dans un geste fort, presque désarmant, Anouk va plus loin. Elle tend son téléphone à Juliette, l'invitant à consulter les messages échangés avec Jean. Ce n'est pas un acte de provocation, mais une preuve de transparence totale. Elle n'a rien à cacher, et elle en est convaincue. Ce geste déstabilise Juliette, qui ne s'attendait pas à une telle ouverture. La certitude qu'elle s'était construite commence à se lézarder dangereusement. Pourtant, au lieu de calmer la situation, cette confrontation ravive toutes les tensions. Juliette se sent acculée, comme si la vérité menaçait de lui échapper. Elle reproche alors à Anouk son absence à l'enterrement de Jean, y voyant la preuve ultime de son indifférence. Anouk, touchée, avoue qu'elle n'en a pas eu la force, écrasée par la culpabilité et la peur d'affronter les regards accusateurs. À ce moment précis, tout pourrait encore basculer vers l'apaisement. Mais Fleur, en observatrice lucide, sent que Juliette n'est pas prête à renoncer. Elle perçoit dans ses silences et ses regards une détermination inquiétante, celle de quelqu'un qui a déjà franchi une ligne invisible. Elle comprend que cette confrontation n'est qu'une étape, et que la véritable menace n'a pas encore été désamorcée. Les tensions restent suspendues, prêtes à exploser à la moindre étincelle. Chacun repart avec ses certitudes ébranlées, ses doutes amplifiés. Anouk s'éloigne, persuadée d'avoir fait ce qu'il fallait pour prouver son innocence, sans imaginer une seconde que le danger ne se situe plus dans les mots, mais dans un acte déjà commis. Juliette, elle, reste seule avec un secret qui la dépasse désormais, tandis que l'ombre de la moto sabotée plane silencieusement sur la suite des événements. L'après-midi s'étire dans une atmosphère lourde, presque suffocante, comme si l'institut retenait son souffle. Anouk quitte les salles de cours avec cette sensation étrange d'avoir été entendue sans avoir été crue. Elle a tout donné pour s'expliquer, pour exposer une vérité qui lui semblait limpide, mais elle sent confusément que les mots n'ont pas suffi. La fatigue la gagne, mêlée à un besoin urgent de partir, de s'éloigner de ces murs chargés de soupçons et de rancœur. Juliette, elle, erre sans but précis, prisonnière d'un tourbillon intérieur incontrôlable. Le téléphone d'Anouk, encore lourd dans sa main, a laissé des traces profondes. Les messages sont là, clairs, dépourvus de toute ambiguïté. Rien qui puisse justifier la certitude qu'elle s'était forgée. Cette découverte ne l'apaise pas, bien au contraire. Elle ressent une angoisse nouvelle, plus corrosive encore, celle d'avoir peut-être construit sa vengeance sur une illusion. Pendant ce temps, Lou et Joséphine commencent à assembler des fragments de vérité qui les mettent profondément mal à l'aise. La discussion avec Fleur, puis les incohérences autour de Juliette, éveillent des soupçons qu'ils n'osent plus ignorer. Joséphine repense à ce chantage, à cette pression sourde qu'elle a subie sans jamais vraiment comprendre d'où elle venait. L'idée que Juliette puisse être derrière tout cela s'impose peu à peu, dérangeante et presque irréelle. Il décide alors d'affronter Anouk une nouvelle fois, non plus pour l'accuser, mais pour comprendre. L'échange est tendu, chargé d'émotions contradictoires. Anouk, surprise mais déterminée, confirme qu'elle sait désormais qui les a fait chanter. Elle ne cherche pas à se protéger elle-même, mais à mettre fin à une spirale de mensonges qui n'a fait qu'aggraver les blessures de chacun. Cette franchise déstabilise Lou, qui réalise à quel point la situation lui a échappé. À l'écart, Lionel observe les mouvements autour de lui avec une inquiétude croissante. Il sent que quelque chose cloche, que Juliette ne lui a jamais montré toutes les facettes de sa douleur.
Les silences, les absences, les regards fuyants prennent soudain un sens nouveau. Sans encore connaître toute la vérité, il perçoit qu'un point de rupture est proche, et cette intuition le met profondément mal à l'aise. Anouk, lassée, rejoint enfin le parking. La moto l'attend, immobile, familière, presque rassurante. Elle enfile son casque avec des gestes mécaniques, laissant ses pensées se dissoudre dans cette routine apaisante. À cet instant précis, elle n'imagine pas une seconde que ce refuge apparent cache un danger mortel. Le moteur n'a pas encore démarré, mais la menace est déjà là, tapie dans l'ombre. Juliette, de son côté, aperçoit la scène de loin. Le temps semble soudain se contracter, comme si chaque seconde devenait trop rapide. Elle comprend, avec une clarté terrifiante, ce qu'elle a fait. Le sabotage, qui lui paraissait justifié quelques heures plus tôt, prend désormais une dimension insupportable. La colère a laissé place à la panique, et cette panique la paralyse un court instant. Puis tout s'accélère. Juliette se met à courir, le cœur battant à tout rompre, consciente qu'elle est peut-être à quelques secondes d'un drame irréversible. Elle veut crier, prévenir, effacer son geste, mais sa voix se brise avant même de sortir. Anouk s'apprête à démarrer, concentrée sur ses propres pensées, sourde au danger qui la guette. Dans cet instant suspendu, tous les chemins convergent vers un même point. Les vérités se dévoilent trop tard, les regrets surgissent quand il n'est plus possible de revenir en arrière. Juliette hurle enfin, appelant Anouk à attendre, à ne pas bouger, à lui laisser le temps de réparer l'irréparable. Mais le bruit ambiant, la distance, l'urgence rendent l'issue incertaine. L'épisode bascule alors dans une tension extrême. Personne ne sait encore si Anouk a entendu ce cri, si elle a compris l'avertissement à temps. Le danger est là, imminent, et il dépasse désormais les intentions, les justifications, les conflits passés. Tout se joue sur une fraction de seconde, laissant planer une question insoutenable. La vérité, enfin révélée, arrivera-t-elle avant la catastrophe? Le cri de Juliette fend l'air du parking, brut, désespéré, chargé d'une peur qui dépasse enfin la colère. À cet instant précis, elle n'est plus la femme animée par la vengeance, mais celle qui mesure l'ampleur de son geste et en voit soudain toutes les conséquences. Son souffle est court, ses jambes tremblent, et son regard reste fixé sur Anouk comme si toute sa vie dépendait de cette fraction de seconde. Anouk, casque déjà en place, perçoit quelque chose sans immédiatement l'identifier. Un son étouffé, une vibration étrange qui traverse le silence. Elle hésite, ses doigts suspendus au-dessus du guidon, tiraillée entre l'envie de partir et cette sensation confuse que quelque chose cloche. Le monde autour d'elle semble ralentir, comme si le temps lui offrait une dernière chance de comprendre. Juliette, voyant cette hésitation, sent une vague de soulagement mêlée à une angoisse encore plus forte. Elle tente de s'approcher, de répéter son avertissement, mais les mots se bousculent, se perdent dans sa gorge. La lucidité la frappe de plein fouet, ce qu'elle a fait ne pourra jamais être totalement effacé, même si Anouk s'arrête à temps. La ligne a été franchie, et elle devra en assumer le poids. À l'intérieur de l'institut, loin de cette scène tendue, la vie continue en apparence. Au comptoir de Jude, Lionel écoute distraitement les conversations, mais son esprit est ailleurs. Depuis la discussion avec Fleur, un malaise profond l'habite. Les souvenirs récents se réorganisent dans sa tête, révélant des détails qu'il avait ignorés. Chaque silence de Juliette, chaque réaction excessive prend désormais une signification inquiétante. Fleur, justement, sent que quelque chose est sur le point de basculer. Elle regrette presque de ne pas avoir alerté plus tôt la direction, consciente que la vendetta de Juliette n'était pas une simple crise passagère. Son regard se pose sur la cour, comme si elle pressentait que le danger n'est plus seulement moral, mais bien physique. Elle comprend que certaines blessures, lorsqu'elles sont mal accompagnées, peuvent conduire aux pires extrémités. Pendant ce temps, Anouk enlève lentement son casque. Le geste est instinctif, presque inconscient, mais il marque un tournant. Elle se retourne enfin vers Juliette, surprise par l'expression de terreur qu'elle lit sur son visage. Ce n'est plus la haine qu'elle y voit, mais une panique sincère, presque enfantine. Ce décalage la déstabilise profondément, et elle sent que quelque chose d'essentiel lui échappe encore. Juliette s'approche, incapable de soutenir longtemps le regard d'Anouk. Les mots sortent difficilement, fragmentés, lourds de sens. Elle ne parvient pas à tout avouer, pas encore, mais son attitude suffit à semer le doute. Anouk comprend que le danger ne venait pas seulement des accusations ou des rancœurs, mais d'un acte concret, posé dans l'ombre, dont elle ignore encore la nature exacte. Cette confrontation silencieuse crée une tension insoutenable. Anouk oscille entre la colère et la stupeur, tandis que Juliette lutte contre l'envie de tout révéler et la peur de ce que cette vérité entraînera.
Le parking, habituellement banal, devient le théâtre d'un face-à-face décisif, où chaque seconde pèse lourdement. Au même moment, Lionel apprend enfin ce qu'il redoutait. Fleur, le regard grave, lui révèle que Juliette est à l'origine du chantage contre Lou et Joséphine, qu'elle a tout orchestré dans un but de vengeance. Cette révélation frappe Lionel de plein fouet. Il se sent trahi, aveuglé par sa propre confiance, et surtout coupable de n'avoir rien vu venir. L'image qu'il avait de Juliette s'effondre brutalement. Alors que le danger immédiat semble suspendu, une autre tempête se prépare. Les vérités commencent à circuler, les responsabilités à se dessiner. Rien n'est encore résolu, mais plus personne ne pourra prétendre ignorer ce qui est en jeu. La question n'est plus seulement de savoir si Anouk a échappé au pire, mais comment chacun vivra avec les conséquences d'un acte dicté par la douleur et la vengeance. Le choc est brutal pour Lionel. Les mots de Fleur résonnent encore à ses oreilles, lourds, irrévocables, comme s'ils venaient d'ouvrir une brèche sous ses pieds. Juliette, celle qu'il pensait fragile mais droite, celle qu'il croyait simplement perdue dans un deuil trop lourd, est en réalité au cœur d'un engrenage bien plus sombre. Le chantage, les manipulations, la violence psychologique infligée à Lou et Joséphine, tout prend soudain une cohérence glaçante. Lionel reste silencieux, incapable de répondre immédiatement. Ce qui le ronge le plus n'est pas seulement la gravité des faits, mais sa propre cécité. Il repense aux signaux qu'il a ignorés, au moment où il aurait pu poser les bonnes questions, intervenir, empêcher que les choses dégénèrent. Cette prise de conscience est douloureuse, presque humiliante, car elle lui renvoie l'image d'un homme qui a voulu croire au meilleur, quitte à fermer les yeux. Fleur, en face de lui, ne cherche pas à l'accabler. Sa voix est posée, mais chargée d'une fatigue immense. Elle sait que la vérité qu'elle vient de livrer va bouleverser l'équilibre fragile de Lionel. Pourtant, elle estime qu'il était temps. Le silence, à ses yeux, est devenu complice d'une spirale destructrice. Elle espère encore que cette révélation permettra d'éviter le pire, même si elle sait que certaines conséquences sont désormais inévitables. Pendant ce temps, Juliette s'effondre intérieurement. Le parking est derrière elle, mais l'image d'Anouk, prête à démarrer une moto sabotée par ses soins, ne cesse de la hanter. La peur a remplacé la rage, et cette peur est bien plus insupportable. Elle comprend enfin que sa douleur l'a menée trop loin, au point de frôler l'irréparable. Pour la première fois depuis la mort de Jean, elle ne se sent plus justifiée, seulement terrifiée par ce qu'elle est devenue. Anouk, elle, reste figée dans une forme de sidération. Les fragments d'explication de Juliette, son attitude paniquée, les silences lourds de sens. Tout converge vers une réalité qu'elle commence à entrevoir sans encore l'accepter pleinement. Elle réalise que le danger qu'elle a frôlé n'était pas abstrait, ni symbolique, mais bien réel. Cette prise de conscience provoque en elle une colère sourde, mêlée à un sentiment de trahison profond. L'Institut, en apparence paisible, est traversé par des ondes de choc invisibles. Lou et Joséphine, désormais certains de l'identité de celle qui les a fait chanter, oscillent entre soulagement et amertume. Savoir la vérité n'efface ni la peur vécue ni les dégâts causés. Ils comprennent que Juliette n'a pas agi par simple cruauté, mais cette explication n'allège en rien le poids de ce qu'ils ont subi. Lionel, enfin, trouve la force de parler. Sa voix est grave, empreinte d'une déception qu'il n'essaie plus de masquer. Il ne sait pas encore comment agir, ni quelles décisions seront prises par la direction, mais une chose est claire pour lui désormais, Juliette devra répondre de ses actes. Non par vengeance, mais parce que certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent être ignorées sans conséquence. À mesure que la soirée avance, chacun se retrouve seul face à ses pensées. Juliette, enfermée dans sa culpabilité, commence à comprendre que la vengeance n'a jamais été une solution, seulement une fuite en avant. Anouk, encore sous le choc, mesure la fragilité de l'existence et la violence des projections dont elle a été la cible. Et Lionel, plus lucide que jamais, sait que l'Institut ne ressortira pas indemne de cette affaire. Rien n'est encore officiellement révélé, rien n'est encore sanctionné, mais le vernis a craqué. Les masques tombent, les illusions se brisent, et une certitude s'impose à tous. Après cette journée, plus rien ne pourra vraiment redevenir comme avant. La soirée s'installe sur l'Institut avec une lourdeur presque irréelle. Les couloirs se vident peu à peu, mais l'air reste saturé de non-dits et de tensions. Juliette, isolée, tourne en rond dans sa chambre comme un animal pris au piège. Chaque bruit la fait sursauter, chaque pensée la ramène à l'image d'Anouk sur cette moto qu'elle a elle-même rendue dangereuse. La peur de ce qu'elle a failli provoquer s'ajoute désormais à la douleur de la perte de Jean, formant un mélange toxique dont elle ne sait plus comment s'extraire. Anouk, de son côté, peine à retrouver un semblant de calme.
Elle revoit sans cesse la scène du parking, le cri de Juliette, son visage déformé par la panique. Plus elle y pense, plus la colère laisse place à un tremblement intérieur, celui qu'on ressent lorsqu'on comprend à quel point on a frôlé la mort sans le savoir. Cette prise de conscience la bouleverse profondément, car elle réalise que sa vie a tenu à une hésitation, à un détail infime. Dans ce climat pesant, Juliette finit par céder. L'énergie de la fuite, celle qui l'a poussée à manipuler, à menacer, à saboter, s'est totalement évaporée. Il ne reste qu'un besoin urgent de dire la vérité, même si elle sait que cette vérité la condamnera aux yeux de tous. Elle comprend enfin que le silence ne la protège plus, qu'il ne fait qu'alourdir sa faute. Lorsqu'elle avoue, les mots sortent dans le désordre, maladroits, mais sincères. Elle reconnaît avoir saboté la moto, avoir dépassé toutes les limites au nom d'une vengeance qu'elle croyait justifiée. Chaque phrase est une déchirure, chaque aveu une manière de se confronter à ce qu'elle est devenue. Elle ne cherche plus à se défendre, ni à expliquer, seulement à reconnaître l'irréparable qu'elle a frôlé. Anouk écoute, abasourdie. L'aveu de Juliette agit comme un choc frontal. La peur qu'elle ressentait confusément prend soudain une forme tangible, presque insoutenable. Elle se sent à la fois victime et témoin d'un effondrement humain. Malgré la colère, une part d'elle perçoit la détresse abyssale de Juliette, ce gouffre dans lequel elle s'est laissée glisser après la mort de Jean. Lionel, informé de ses aveux, se retrouve à son tour submergé par des sentiments contradictoires. Il y a la déception, immense, face à l'ampleur des actes de Juliette. Il y a aussi la tristesse de constater qu'une personne en souffrance a été laissée seule trop longtemps avec sa douleur. Mais cette compréhension n'efface en rien la gravité des faits. Pour lui, comme pour tous les autres, une ligne a été franchie. À l'Institut, les murmures commencent à circuler. Rien n'est encore officiel, mais l'atmosphère a changé. Les regards sont plus lourds, les silences plus éloquents. Chacun sent que la situation dépasse désormais le cadre d'un conflit personnel. Ce qui s'est joué là touche à la sécurité, à la responsabilité, à la capacité de l'institution à protéger ceux qui la fréquentent. Juliette, vidée, comprend que l'issue ne lui appartient plus. En avouant, elle a renoncé à contrôler le récit. Elle se tient désormais face aux conséquences, consciente qu'aucune sanction ne pourra réparer ce qu'elle a détruit, mais qu'elle devra malgré tout les affronter. Pour la première fois, elle ne cherche plus à fuir sa douleur, mais à en assumer le poids. La nuit avance, silencieuse, presque solennelle. Anouk reste éveillée, incapable de trouver le sommeil, hantée par ce qu'elle a appris. Juliette, de son côté, s'enfonce dans une solitude profonde, faite de remords et de peur. Quant à Lionel, il sait que le lendemain apportera son lot de décisions difficiles. Rien n'est encore clos, mais tout est désormais exposé, à nu, prêt à être jugé. La nuit enveloppe l'Institut d'un calme trompeur, un calme qui n'apaise rien et ne répare rien. Anouk reste longtemps immobile, assise, les mains serrées l'une contre l'autre, comme si ce geste pouvait encore retenir l'onde de choc qui la traverse. Elle est vivante, oui, mais cette évidence a désormais un goût amer. Survivre ne signifie pas sortir indemne, et elle comprend que ce qu'elle a frôlé laissera une trace durable, bien au-delà de la peur immédiate. Juliette, elle, n'a plus de colère à laquelle se raccrocher. Tout ce qui la portait s'est effondré en quelques heures, ne laissant qu'un vide brutal. La vengeance, qu'elle croyait nécessaire pour honorer la mémoire de Jean, s'est révélée être un miroir cruel de sa propre détresse. Elle mesure maintenant que, dans sa quête de coupable, elle s'est peu à peu perdue elle-même, jusqu'à devenir capable d'un acte qu'elle n'aurait jamais cru possible. Lionel observe cette chute avec un regard lourd de responsabilité. Il sait que l'empathie ne suffit plus, que la compassion ne peut pas effacer le danger réel auquel Anouk a été exposée. Son rôle n'est plus de protéger des sensibilités, mais de faire face à la gravité des faits. Il ressent une profonde tristesse, non seulement pour Anouk, mais aussi pour Juliette, qui incarne tragiquement ce qui arrive lorsque la douleur n'est ni entendue ni accompagnée. Dans les couloirs désormais silencieux, chacun semble porter une part de cette histoire. Fleur se demande si elle aurait pu agir plus tôt, dire plus fort, prévenir plus clairement. Lou et Joséphine, eux, tentent de se reconstruire après avoir compris qu'ils ont été manipulés par quelqu'un qu'ils n'auraient jamais soupçonné. La vérité, une fois révélée, n'apporte pas le soulagement espéré, mais une lucidité parfois plus difficile encore à accepter. Anouk finit par se lever, comme poussée par un besoin vital de reprendre le contrôle de son existence. Elle sait qu'elle devra parler, témoigner, expliquer, revivre cette peur pour qu'elle ne soit pas minimisée. Mais au fond d'elle, une certitude s'ancre, elle n'acceptera plus jamais de porter les projections, les fantasmes et les douleurs non résolues des autres.
Ce qui s'est passé marque une frontière claire, définitive. Juliette, quant à elle, affronte une solitude écrasante. En avouant, elle a perdu toute illusion de maîtrise. Elle attend désormais, consciente que chaque décision prise la concernant sera justifiée. Elle n'espère plus l'indulgence, seulement que son aveu empêchera d'autres drames. Dans ce silence forcé, elle commence peut-être, pour la première fois, un véritable travail de confrontation avec sa propre souffrance. L'épisode se referme sur une impression de gravité rarement atteinte. Aucun cri, aucun coup d'éclat, seulement des regards lourds de sens et des destins profondément marqués. Le danger est passé, mais les conséquences, elles, ne font que commencer. À l'Institut, plus personne ne peut ignorer que certaines blessures, lorsqu'elles sont ignorées trop longtemps, peuvent conduire au bord de l'irréversible. Et si Anouk est encore en vie, c'est peut-être parce qu'au dernier instant, la vérité a réussi à se frayer un chemin à travers la haine. Une vérité tardive, douloureuse, mais suffisante pour empêcher le pire. Reste désormais à apprendre à vivre avec ce qui ne pourra jamais être effacé.